Donc, il est 16h59. On va pouvoir lancer cette rencontre virtuelle. Je vous souhaite encore la bienvenue à toutes et à tous. Et nous vous proposons donc aujourd'hui cette rencontre virtuelle FLE animée par Eva Claude, intitulée Stratégie d'acquisition lexicale dans les collections des éditions Maison des Langues. Donc, j'insiste, pendant la présentation, vous pourrez utiliser la fenêtre des questions-réponses pour envoyer toutes vos questions et nous y répondrons soit en direct, soit en fin de session. Pendant cette rencontre virtuelle FLE, sachez que nous allons parler des contextualisations, des nuages des mots, des cartes mentales, des constructions de son propre glossaire lexiculture, des co-occurrences, des flashcards, énormément de sujets qui va aborder notre collègue Eva à travers d'exemples concrets tirés de nos collections, des éditions Maison des Langues et des ressources complémentaires de notre plateforme Espace Virtuel. Donc, je vous laisse en compagnie de notre collègue, je passe la parole. Excellente intervention et on se voit un peu plus tard. Un grand merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, toujours aussi nombreux des quatre coins du monde. Je vais donc vous présenter, comme l'a annoncé mon collègue Antonio, quelques stratégies d'acquisition lexicale que nous mettons en place, que nous avons mis en place dans les collections Maison des Langues. On va commencer par une petite introduction. Alors, je vous demande un petit instant. Hop, alors, un mini souci technique. Voilà, qui est à présent réglé. Donc, nous rentrons dans notre sujet, les stratégies d'acquisition lexicale dans les collections éditions Maison des Langues. Alors, petite introduction, l'entrée par le vocabulaire est le penchant généralement naturel de tout apprenant de langue étrangère. Tout simplement parce que le lexique est le pivot de l'acquisition autour duquel s'organise la syntaxe et plus tard la morphosyntaxe. Comme vous l'avez peut-être entendu dire par un célèbre collègue linguiste anglo-saxon, Wilkins, qui disait « Sans grammaire, nos apprenants ne peuvent pas s'exprimer correctement, mais sans lexique, ils ne peuvent pas s'exprimer du tout. » Et vous en avez sans doute fait l'expérience avec vos apprenants. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, rapidement, quand on avance dans les niveaux, tout s'imbrique dans une langue. Le lexique, la grammaire, la culture. Et donc, on ne peut plus se contenter de rechercher simplement des correspondances. Typiquement, la traditionnelle liste de mots avec les mots à gauche en français et puis à droite dans la langue maternelle des apprenants. Très rapidement, les limites de cette stratégie sont vite atteintes. Alors, la problématique de notre rencontre aujourd'hui, c'est quelles sont alors les stratégies que nous pouvons mettre en place pour une acquisition durable et riche du lexique par nos apprenants. Donc, mon idée, c'est justement de vous donner quelques pistes pour que ce soit une acquisition riche et durable. Alors, la première stratégie que je vous conseille, c'est le pouvoir des mots et notamment le pouvoir de la chanson. C'est pour ça que j'ai intitulé cette première partie « Chantons avec le lexique ». Alors, comme vous le savez, hein, la musique représente de multiples avantages pour apprendre les langues. Les scientifiques ont démontré par tout un tas d'études qu'écouter une chanson et la fredonner peut favoriser l'apprentissage d'une langue. En effet, les mots aiment les sons, c'est indéniable. Et donc, au niveau du processus, quand on chante, on essaie de reproduire les sonorités et la tonalité. Et notre accent est donc moins prononcé que si nous parlions, parce que nous sommes dans un processus d'imitation. Et en effet, qui n'a pas essayé de retenir des mots de vocabulaire et puis plus tard des phrases grâce à des mélodies.
Moi-même, qui suis issue d'une famille multiculturelle, j'ai fait un petit peu le test autour de moi pour les personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Et je leur ai demandé, mais ton entrée dans le français, est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont aidé comme ça à retenir des mots de vocabulaire, des choses que tu pouvais fredonner par cœur? Et très rapidement, on m'a cité plein de choses. Vous connaissez sans doute Dalida et l'indémodable Parole, Parole. Voilà un exemple parmi d'autres, ou encore les chansons d'Enrico Macias, comme Le mendiant de l'amour, ou encore plus récemment Stromae, avec son fameux titre Formidable et ses paroles refrain, j'étais formidable, tu étais formidable. Et évidemment, ça, c'est des aides pour les apprenants, pour qui est passé dans ce processus d'apprentissage du français. Donc la chanson, c'est quelque chose à mobiliser. Et je suis sûre que parmi tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas nés avec la langue française, il y a sans doute aussi des chansons que vous avez en tête et qui vous ont marqué, et sentez libre de nous les communiquer à travers le chat. N'hésitez pas dans la fenêtre discussion. Donc, la chanson, c'est vraiment quelque chose par la mélodie, par le fait que c'est scandé, qui nous aide beaucoup pour le vocabulaire. Alors, j'aimerais vous montrer donc, un exemple très concret, comment nous, est-ce qu'on s'est approprié aux éditions Maison des Langues ce pouvoir des mots, ce pouvoir de la chanson. Alors, pour notre collection pour les enfants, ça nous est apparu important évidemment d'utiliser la musique. Alors, on le verra, hein, c'est vrai pour tous les âges, mais pour les enfants, on s'est dit que c'était vraiment un médium qui pouvait être intéressant. Et c'est ce qu'on a essayé de développer de façon, je crois, très originale et très réussie dans notre dernière collection pour les enfants, la collection Capsure. Donc, en effet, dans cette collection, on a travaillé à la conception de vidéos karaoké. Donc, on a travaillé avec Anne Reusch, qui est quelqu'un qui est très intéressant parce qu'elle présente une double caractéristique. C'est une personne qui a grandi dans un milieu bilingue, à la fois français et espagnol. Donc, elle a grandi avec les deux langues. Donc, elle a cette sensibilité, bien sûr, au bilinguisme. Et par ailleurs, c'est une musicienne professionnelle. Donc, avec elle, de façon sur mesure, on a construit, on a créé des vidéos karaoké, une vidéo par unité de cette collection Capsure. Donc, ça a été un travail très intéressant, un travail à la fois de musique et un travail de linguiste, puisque dans chaque unité de cette méthode, évidemment, un certain nombre de mots de vocabulaire clés sont vus. Par exemple, quand on vient traiter du logement avec nos apprenants enfants, on va évidemment leur parler des différentes pièces de la maison, par exemple, et bien aussi de ce qui est à l'extérieur, ce qui peut se trouver dans le jardin, etc. Donc, tous ces mots-là qui sont vus à travers l'unité, on a demandé à Anne de les mettre en chanson, de les mettre en musique, avec une mélodie, un rythme, etc. Et puis, la structure même d'une chanson, c'est d'avoir un refrain et puis d'avoir des couplets. Donc, évidemment, il y a des choses qui vont venir se répéter. Et cette répétition, elle est très importante dans l'apprentissage, puisque ça va venir réactiver ce qui a été dit. Et à force de répétition, on va retenir. Donc là, j'aimerais vous montrer un court extrait justement de cette vidéo karaoké. Donc c'est un extrait de Capsure 1, donc on est sur du niveau débutant et sur une unité justement autour du logement. Et vous ferez l'expérience par vous-même en écoutant cette vidéo que dans la dernière minute de la vidéo, dans les 30 dernières secondes de la vidéo, vous avez envie vous aussi de chanter et de fredonner. Et donc pour vos apprenants, ça marchera de la même façon. Alors, on va écouter cette vidéo. Hop là. Dans la maison du Canada, y a une cheminée s'il fait trop froid. Dans le jardin, y a une balançoire. On y joue du matin au soir. Dans le salon, y a un canapé. On est vraiment bien installé.
notre maison, ici tout est nouveau, mais c'est grand et c'est beau. Voilà, donc vous avez pu écouter cette chanson et voir combien la mélodie est entraînante, combien il y a un rythme qui est scandé et combien aussi il y a une répétition à chaque fois des mots de vocabulaire, ce qui fait que cognitivement, au niveau de la mémorisation, c'est quelque chose qui est très efficace et puis ça permet d'apprendre tout en prenant plaisir. Donc, première stratégie, je vous conseille, vous aussi, de ne pas hésiter à utiliser des chansons, de la musique, et quitte à créer vous-même aussi. C'est quelque chose qui marche toujours très bien. Alors ici, avec le public enfant, mais évidemment pour tout type de public, de temps à autre, dans nos collections, on utilise aussi de la musique. Puis on avait même développé donc, des albums particuliers dédiés à cela, avec une série qui s'appelle La France en chanson, dont il nous reste encore quelques titres. La France en chanson des années 50, des années 60, des années 70. Et puis, évidemment, comme mon collègue Antonio l'a présenté, il va y avoir un petit peu plus tard une rencontre consacrée exclusivement à l'apprentissage par la musique. Donc, ne la ratez pas également. On va passer maintenant à notre deuxième stratégie, qui est le jeu. Le jeu, donc, c'est une stratégie qui est importante parce que c'est quelque chose qui est omniprésent dans nos sociétés contemporaines. Cette société où il y a un problème récurrent de manque d'attention, de manque de concentration, qui nous oblige, je crois, nous, en tant que professeurs, d'être toujours plus attractifs, d'être toujours plus ludiques pour capturer l'attention des apprenants coûte que coûte. Et donc, il faut vraiment les rendre les plus actifs possibles. Et le jeu est une des stratégies. On a vu la chanson. Le jeu est une autre stratégie qui nous permet de faire cela. Alors, différents outils pour cela, plein d'idées, et je suis sûre que vous en utilisez déjà. Alors, une des idées que je vous propose, c'est d'utiliser donc notre plateforme Espace Virtuel. Donc, pour certains d'entre vous, j'imagine, vous connaissez déjà, vous êtes peut-être utilisateur, mais je ne sais pas si vous connaissez donc, cette section particulière, la section vidéo. Bien sûr, sur l'espace virtuel, à travers nos manuels et ressources, vous pouvez retrouver les livres digitaux de nos principales collections. Mais même si vous n'êtes pas utilisateur de nos livres, en allant sur cette section ces vidéos, vous allez pouvoir trouver des choses intéressantes, quelle que soit la méthode que vous utilisez. Alors, une des dernières sous-sections de cette section vidéo, c'est la section Lexville. Alors, Lexville, de quoi il s'agit sont des petites vidéos qui sont très ludiques, hein, qui reprennent le code graphique des jeux vidéo. Lexville, lex comme lexique, et ville faisant écho à l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on va travailler dans ces vidéos le champ lexical, différents types de champs lexicaux. Donc ici, on a les vêtements, mais vous en découvrirez tout un tas d'autres dans cette section. Et donc, vous avez deux types de vidéos, les vidéos qu'on appelle avec les mots et les vidéos qu'on appelle sans les mots. En fait, il s'agit de deux personnages qui vont déambuler dans un décor de jeux vidéo. Et un certain nombre de choses vont apparaître. Donc, en l'occurrence, ici, les vêtements. Hein, je vous montrerai bien sûr un exemple. Et donc, les apprenants vont avoir le mot complet s'afficher en lettres. Et puis, en même temps, ils vont suivre avec l'image. Donc évidemment, la vidéo étant toujours un médium attractif et puis avec cette sensation un petit peu de jeu vidéo. Donc ils vont pouvoir visualiser cette première vidéo. Et puis ensuite vient une deuxième vidéo, la vidéo sans les mots. Et donc là, il va y avoir quelques lettres, hein, la première, une lettre du milieu, une lettre à la fin qui va être inscrite, mais l'apprenant doit essayer de noter évidemment les lettres manquantes, et donc on va faire appel à sa mémorisation. Donc c'est assez ludique parce que ça passe relativement vite, hein, donc il faut être rapide, avoir mémorisé rapidement et être en capacité de noter. Ça permet aussi de travailler l'orthographe de ces mots.
Et puis, c'est des choses qui sont amusantes à faire et qu'on peut utiliser quelles que soient les circonstances, à savoir si on est en classe entière, on peut tout à fait ça projeter dans la classe. Si les apprenants sont chez eux à la maison, ils peuvent aussi s'entraîner en individuel. Voilà, donc c'est une façon assez ludique de revoir du lexique par champs lexicaux. Alors, pour vous donner une idée concrète, je vais vous montrer un exemple. Et donc, on va écouter, alors peut-être pas toute la vidéo, mais une partie de cette vidéo Lexville. Lexville. Les vêtements. Voilà, donc vous avez eu un court extrait de ces vidéos Lexville que je vous invite donc à utiliser. Vous voyez que c'est assez ludique, c'est assez amusant à faire. Donc toujours pour continuer sur le ludique et sur le collaboratif, je vous propose d'explorer aussi une autre section de l'espace virtuel que vous connaissez peut-être, qui est la section formation, et donc qui est destinée à vous spécifiquement, professeurs. Et en particulier dans cette section formation, la sous-section tutoriel TIS. Donc TIS comme technologie de l'information et de la communication au service de l'éducation. Et donc, vous avez ici, là, répertorié un certain nombre d'outils, d'applications, de sites Internet qui peuvent vous aider à rendre cet apprentissage du lexique ludique. Alors, il y a certainement quelques sites, quelques noms qui vous parlent. Alors ici, je vous ai cerclé en rouge celles que moi j'ai utilisées et qui me semblent vraiment bien fonctionner. Mais sachez qu'à chaque fois, hein, quand vous double-cliquez sur ces petites icônes, notre équipe digitale a rédigé quels sont les plus de l'outil, quels sont les moins de l'outil, et surtout vous montre des exemples concrètement de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil sur une thématique donnée. Donc ici, j'avais relevé par exemple Kogel qui sert à créer des cartes mentales en ligne. Je sais que les cartes mentales, c'est un outil qui est intéressant. J'y reviendrai d'ailleurs dans la suite de mon exposé. Vous avez encore Quizzes qui sert à gamifier la classe en créant des quiz. Donc, on peut imaginer des réponses à choix multiples. Quel est le mot pour donner une définition? Et puis, il faudrait choisir le mot. Ou bien encore Kahoot pour créer des questionnaires interactifs. Ou bien encore Padlet pour créer des murs virtuels collaboratifs. Donc, vraiment, c'est des outils qui sont intéressants. Et ce qu'on soit là aussi hein, dans une classe en présentiel, dans une classe hybride ou dans une classe à distance, ça permet vraiment de démultiplier la participation. Et le fait que ça soit ludique, ça rend les choses plus amusantes, tout simplement. On peut aussi faire du jeu sans étant geek ou sans utiliser tout le temps le digital. Hein. On peut avoir, comme je vous ai mis à l'écran, les bonnes vieilles flashcards traditionnelles en papier. Hein. Donc, moi, j'ai vu plusieurs exemples dans des classes, ça fonctionnait très bien. Donc, sur une séquence pédagogique ou sur une unité, d'inscrire comme ça un certain nombre de mots.
Et puis avec soit le synonyme au dos, soit une traduction, enfin différents types de choses, ou soit même encore le dessin. Et puis d'avoir plusieurs batchs, plusieurs lots de cartes mentales identiques. Et puis vous pouvez installer vos apprenants en îlot dans la classe présentielle, en petits groupes. Et puis vous leur distribuez à chaque groupe un lot de cartes mentales. Et puis, comme ça, ils s'entraînent en groupe. Et puis, bien sûr, on varie les groupes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant à faire. Et ça peut être quelque chose qui est ritualisé dans la classe. En début de cours, par exemple, on peut imaginer 10 minutes consacrées à ce jeu avec le vocabulaire qui aura justement été étudié lors de la session précédente. Puisque ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, mais qui est absolument nécessaire, qui est la réactivation du vocabulaire. Il ne faut pas passer d'unité en unité sans revoir un petit peu ce qui a été vu auparavant et vérifier que c'est resté dans la mémoire. Donc ces jeux voilà, papier à l'ancienne aussi, ça peut être intéressant. Et puis bien sûr, on peut faire les flashcards en version digitale, bien sûr, aussi. Donc ne pas utiliser à mobiliser le jeu. Donc, la chanson, les oreilles, la mélodie et le jeu. Voici nos deux premières stratégies. Alors, nous poursuivons. Troisième grande stratégie, troisième grand axe, l'importance de l'apprentissage en contextualisant le lexique. Très, très important. Et puis, impliquons nos apprenants. Je m'excuse pour la coquille du L apostrophe. Donc, contextualisons le lexique et impliquons nos apprenants. Donc, je vais vous expliquer ce que j'entends par le impliquons nos apprenants. Alors, pour ce qui est de la contextualisation des mots, donc ça, pour moi, c'est vraiment sine qua non, cette règle de ne jamais enseigner un mot isolément, mais toujours en contexte. Tout simplement parce qu'enseigner le mot isolément, ça ne sert à rien. Vous pouvez donner des mots comme ça hors contexte, les apprenants, ils vont les avoir en tête dans les 10 premières minutes qui vont suivre, et ensuite, ça va disparaître totalement de la mémoire. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. On associe les choses à un contexte, voire à une anecdote, mais jamais de façon isolée. Alors, du coup, le dictionnaire, quelle est sa place? Quelle est sa place là-dedans? Moi, je prône une utilisation du dictionnaire pour l'apprentissage du lexique qui soit vraiment très spécifique et très maîtrisé. Le dictionnaire, c'est un outil qui a souvent été dénoncé à cause des excès anciens. Donc vous êtes passé peut-être aussi par là avec ces vieilles méthodes de grammaire-traduction, de version. Voilà. Et donc là, on était dans l'excès total. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait reproduire. Mais quand même, selon moi, on peut utiliser le dictionnaire dans deux cas pour le lexique. D'abord, le cas d'urgence de la lecture. Comme on donne à l'oral une équivalence pour ne pas bloquer la communication. Donc ça, c'est une première chose. Sans satisfaire forcément tout le temps à l'appétence des apprenants qui veulent absolument comprendre la signification de tous les mots. Si c'est un mot qui est de nature à bloquer la lecture d'un texte, un mot-clé, pourquoi pas solliciter le dictionnaire, le cas d'urgence de la lecture. Ou mieux encore, le cas de la vérification. Après que l'apprenant a fait l'effort de chercher le sens de la lexie, donc d'après un certain nombre d'indices, le mot justement, il est dans un contexte d'un document si possible authentique, donc il peut déjà avoir un certain nombre, émettre un certain nombre d'hypothèses sur le sens du mot. Donc là aussi, je pense que le dictionnaire, pour vérifier, ça peut être intéressant. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que dans nos lectures de français facile, donc, on en a un certain nombre, dont la dernière série 24 heures A, à la fin, il y a un lexique multilingue et donc il a été conçu dans le but justement du cas d'urgence de la lecture pour ne pas bloquer ou en vérification.
Quand je parle de dictionnaire, évidemment, ça peut être le bon vieux dictionnaire papier qu'on a dans la classe ou bien un dictionnaire en ligne, que ce soit Google Traduction ou d'autres choses comme Word Référence, etc. Pour moi, c'est équivalent là, dans le contexte dans lequel nous parlons. Mais c'est un usage vraiment maîtrisé et spécifique du dictionnaire. Aux éditions Maison des Langues, on a étudié toutes les théories, notamment de la linguiste Anne Tréville, qui a réfléchi à comment justement rénover cette pratique dictionnérique en la personnalisant et en proposant d'inciter les apprenants à construire leur propre glossaire. Et leur propre glossaire qui comprendra le mot, mais aussi ses réseaux et ses contextes. Et donc, on s'est emparé de cette théorie de construire son propre lexique et on l'a mis en place dans nos collections. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Peut-être vous êtes utilisateur ou tout au moins vous avez entendu parler ou vous êtes en cours d'analyse de la collection Défi. Défi étant la dernière collection des éditions Maison des Langues qui s'adresse à un public de grands adolescents et d'adultes. Dans cette collection Défi, où la culture est au centre de l'apprentissage, on invite les apprenants à créer leur propre panier de lexique. Donc, c'est la petite icône, la petite signalétique que vous avez ici sur la diapositive avec le petit panier, cette petite flèche au milieu et puis ces lettres qui rentrent à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est vraiment issu directement de cette théorie de constitution de son propre lexique. Alors, concrètement, comment ça marche? Alors, dans Défi, vous avez une première double page d'ouverture qui est justement cette double page culturelle. Je vous disais que la culture était vraiment au centre et le fil conducteur de l'unité. Donc, vous avez à chaque fois une double page qui s'intitule « Découvrir » et donc sur une thématique. Alors ici, dans l'exemple que j'ai pris, on est sur Défi 4, donc on est sur du niveau B2 et la thématique est le jeu. Et donc on nous explique que la société de plus en plus se ludifie et on a pour titre de la double page « La société se prend au jeu ». Donc effectivement, quand on veut aller courir, on a une application pour courir. Quand on veut aller visiter un musée, il y a toujours quelque chose d'interactif qui passe aussi par le digital. Quand on veut rencontrer quelqu'un, on passe aussi de plus en plus vers le ludique avec une application, des emojis, etc. Et donc, on est à un niveau B2, on se questionne, on réfléchit, on est déjà en capacité d'élaborer. Et donc, on vient essayer de repérer là pourquoi il y a un sentiment d'ennui, un sentiment de lassitude dans cette société, pourquoi on est obligé comme ça de faire appel au jeu. Donc, il va y avoir tout un champ lexical abordé au travers de ces documents autour de l'ennui et de la lassitude. Et au lieu de fournir aux apprenants une liste de mots, voilà, champ lexical autour de l'ennui et de la lassitude, on va demander aux apprenants de relever de façon individuelle ces mots qui les interpellent autour de cette thématique et qui vont pouvoir leur servir de levier, de boîte à outils d'expression pour pouvoir parler eux-mêmes de cette thématique. Et donc, le fait de relever eux-mêmes ces mots, de lister eux-mêmes ces mots, donc d'être placé dans une situation active de producteur et pas de réceptacle passif de la liste de mots, c'est déjà une étape dans la conscientisation de l'apprentissage. Et donc, au niveau cognitif et mémorisation, ce n'a pas du tout le même impact. Alors, je vous montre un autre exemple, toujours avec la collection Défi, cette fois-ci sur du niveau 1, donc du niveau A1 débutant, puisque cette technique du panier de lexique, on va la retrouver tout au long de la collection. On peut l'appliquer quel que soit le niveau linguistique. Donc ici, on est toujours sur notre double page découvrir, la première double de chaque unité, et on est sur une unité qui vient nous parler des aliments voyageurs.
Alors, on nous donne des exemples, la tomate, le poivre, l'orange, le sucre. Et puis, donc, on nous explique que c'est des aliments qui ont voyagé, comment ils ont été apportés, par qui, quelle utilisation au départ, comment cette utilisation a varié à travers le temps. Et donc, eh bien, il va y avoir un vocabulaire autour des ingrédients, des aliments, également aussi autour du voyage, etc. Et là, même technique, mais cette fois-ci de façon plus large, on va poser la question à travers cette petite signalétique du panier de lexique, quels mots de ces pages voulez-vous retenir? Écrivez-les. Donc là, bah, toujours, hein, on va impliquer l'apprenant puisque c'est lui qui choisit ce qu'il a envie de retenir, mais évidemment tout en étant cadré, puisque en lien avec la thématique. Donc là aussi, hein, on conscientise l'apprentissage puisqu'il relève lui-même. Donc ça, voilà, ça a été notre façon un petit peu de traduire pragmatiquement ce qui avait été théorisé notamment par Anne Tréville au sujet de la rénovation de la pratique dictionnérique. Donc, si on explique ça de façon un petit peu théorique, ce qu'on fait là à travers le panier de lexique, c'est donc la conscientisation du travail de mémoire involontaire. La mémoire involontaire étant le fait que sur cette double page découvrir, je suis amenée à écouter des pistes audio. Donc, je suis amenée à entendre des mots de lexique, des mots de vocabulaire. Je suis amenée à les lire également, ces mêmes mots de vocabulaire. Donc, involontairement, même si je ne suis pas actif à ce stade du processus, quelque part, ça commence à rentrer. Mais ce n'est pas conscientisé. Or, Jean-Luc Berthier, que vous connaissez peut-être, qui est neurolinguiste, qui est chercheur auprès du CNRS et qui intervient régulièrement pour les éditions Maison des langues, qui travaille sur le fonctionnement du cerveau en lien avec l'apprentissage et notamment avec l'apprentissage des langues, nous dit et répète, il y a une suprématie qui qualifie d'écrasante du cerveau dit producteur sur le cerveau dit récepteur. Donc, voilà, quand on est dans le panier de lexique et dans la création de son propre glossaire, on est bien sur un cerveau qui est producteur et sur la conscientisation du travail de mémoire. Et donc, quand j'introduisais mon propos, je parlais d'un vocabulaire qui soit riche et qui soit inscrit aussi sur la durée. Et donc là, on travaille bien sur la durée puisqu'il y a une conscientisation du processus. Donc, on n'est pas sur du vocabulaire appris de façon bachottée que les apprenants vont pouvoir ressortir lors du prochain test et peut-être du suivant, mais certainement pas dans quelques mois. Alors, donc, on a parlé du contexte avec le fait de noter ses propres mots, de son propre glossaire, évidemment d'avoir des mots qui soient en contexte. On va un petit peu plus loin quand on dit qu'on va travailler sur les relations associatives des mots. Donc, ce n'est pas seulement le champ lexical à travers le document déclencheur, c'est aussi dans la façon dont on va apprendre les mots un petit peu plus en profondeur. Ça va passer par les collocations, par les co-occurrences, et puis bien sûr, on y viendra après, par les connaissances culturelles que véhiculent les mots. Alors, pour prendre l'exemple de défi, comment est-ce qu'on a traduit ça dans la méthode? Alors, comme vous l'avez compris, le vocabulaire, le lexique, dans défi, il est appris tout au long de l'unité pédagogique, puisque dès cette double page découvrir de façon inconsciente, puis ensuite en relevant les mots de vocabulaire, on travaille évidemment sur le lexique. Toutefois, il y a une page à la fin de l'unité, de chacune des unités de défi, qui est consacrée plus spécifiquement au lexique. Et donc, ça passe notamment par une rubrique qui s'appelle « Les mots assortis ». Donc, les mots assortis, précisément, ça vient travailler sur les collocations, les co-occurrences. Ici, à l'écran, vous avez deux exemples. Donc, par rapport à tout ce qui est lien de parenté, donc on est sur du niveau débutant, on va apprendre des mots tels que père, mère, fils, fille, frère, sœur, etc. Et donc, la collocation
consiste en l'association fréquente de mots. Donc, des mots qui vont régulièrement ensemble, pour le dire simplement. Donc, par exemple, avec le nom père, on va associer souvent beau, beau-père, ou bien grand, grand-père, ou bien encore avec fils, petit-fils, ou bien fils cadet, ou bien fils aîné. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage en réseau. Et donc ça aussi, c'est très important au niveau de la mémorisation. Ça peut aussi fonctionner avec des verbes. Dans le deuxième exemple, on est sur le logement. Et donc, avec le verbe habiter, il y a des colocations qui sont fréquentes. Habiter dans, c'est souvent toujours les mêmes mots qui vont revenir. Habiter dans un appartement, habiter dans une chambre, habiter le centre-ville, habiter dans une maison, un studio, etc. Ou bien habiter avec mes parents, avec des amis, seuls en colocation. Donc, on voit qu'il y a tout un tas de mots qui peuvent être mis en réseau avec un mot. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le travail sur les relations associatives des mots à travers les colocations et les co-occurrences. Donc ça, c'est une première étape. Un deuxième point, c'est aussi de venir travailler sur les connaissances culturelles que véhiculent les mots. Hein, puisque on a dit en introduction que rapidement, tout s'imbrique dans une langue. Hein. Au-delà des premiers cours, on va avoir une imbrication nécessaire entre le vocabulaire, la grammaire, la culture. On ne peut pas séparer les apprentissages. C'est pourquoi les listes de mots bêtes et méchantes, c'est une stratégie qui est très limitée, qui n'est pas une stratégie. Donc, c'est important aussi d'exploiter l'apprentissage du lexique, d'exploiter le vocabulaire dans son versant, dans son volet culturel. Les mots disent quelque chose de la culture et ça serait dommage de passer à côté de cela. Alors, le linguiste Robert Gallisson parle à cet égard de lexiculture. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. En tout cas, il le définit comme cela. Lexiculture, c'est entrer dans la culture par les mots afin de solidariser et d'intégrer langue et culture dans un même enseignement-apprentissage. Donc, au début de sa théorie, il utilise ce terme-là, et puis quelques années plus tard, il va plus loin et il parle de pragmatique lexiculturelle. Là, c'est une étape encore au-dessus. Il parle donc de l'affirmation forte du lien, donc affirmation forte du lien indissoluble entre la partie idiomatique, la partie linguistique, et la partie culturelle. Donc ça, c'est des choses qui sont claires et c'est vraiment dommage en tant qu'enseignant de parfois passer à côté de cela. Alors nous, dans Défi, on a essayé de faire en sorte justement de ne pas passer à côté de ça et de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on apprenne un mot, au-delà de la contextualisation, etc., de montrer que ça vient nous dire quelque chose au sujet de la culture. Alors évidemment, pas à chaque fois, mais dans un certain nombre d'exemples, c'est le cas. Et puis, on essaye de faire la part belle à la francophonie dans nos collections. Et donc, les mots aussi ne sont pas exactement les mêmes. On ne les utilise pas de la même façon selon le point du territoire de la francophonie dans lequel on est. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant quand on vient travailler le lexique. Alors, je vous ai mis à l'écran un exemple. Dans Défi 1, on va venir travailler une unité autour de la journée de travail type. Et on a choisi de parler du Québec, de la journée type de travail d'un Québécois. Donc, c'est ce document authentique avec voilà, le titre au Québec. La journée de travail commence tôt et se termine tôt. Les Québécois travaillent de 8 à 17 heures. Donc, on va énumérer un petit peu la journée type de ce Québécois moyen. Et dans un petit encart qu'on appelle Abon,
et qui revient fréquemment dans les unités de défi, qui est un petit peu l'encart culturel, si vous voulez, bien que, évidemment, là encore, la culture est tout un filigrane de l'unité, mais on fait un petit arrêt sur image pour venir expliquer certains points culturels. Et donc là, c'est un point qu'on aurait presque pu dire de lexiculture, de pragmatique lexiculturelle, puisqu'à travers le point culturel, on voit un point lexical. Donc, dans cet exemple que je vous lis partiellement, il est écrit « La langue française varie dans chaque pays francophone ». Très bien. Par exemple, le matin, les Français prennent le petit déjeuner, mais les Belges et les Québécois déjeunent. Le midi, les Français déjeunent, mais les Belges et les Québécois dînent. Donc, on voit, selon le contexte du document authentique, qu'il soit textuel ou qu'il soit audio dans le cadre d'une conversation, qu'on va pouvoir situer culturellement le document, le cadre de la conversation, selon le mot qui est utilisé. Donc ça, c'est intéressant à dire. Hein. La francophonie, elle est culturelle, mais elle se voit aussi à travers la langue. Et donc, ponctuellement, on va en faire mention. Et c'est intéressant. On pense aussi à certains mots liés aux fruits et légumes, à l'alimentation d'une façon générale, ou encore certains mots qui sont liés au climat. Il y a des mots où il va y avoir une occurrence bien plus importante dans certains pays que dans d'autres, parce qu'il va y avoir tout un vocabulaire autour, je ne sais pas moi, d'un climat chaud, d'un climat humide, etc., des choses qu'on ne va pas utiliser dans d'autres pays de la francophonie, des mots qui ne seront même pas forcément compris, ou en tout cas pas au premier abord. Et pareil pour des fruits et légumes, etc. Donc ça aussi, c'est important de le mentionner, de montrer que les mots véhiculent des connaissances culturelles et de prendre le temps de s'y arrêter un petit peu. Alors, donc, on a traité donc, de cette partie de contextualisation, donc de façon très large. La deuxième partie de cette stratégie numéro 3, c'était l'implication des apprenants. Donc, c'est ce sur quoi j'aimerais revenir à présent. Qu'est-ce que j'entends par l'implication des apprenants quand on parle du lexique? C'est la création d'un lien qu'on pourrait qualifier d'affectif entre l'apprenant et les langues cibles. Il s'agit là en fait de mobiliser l'expérience, de mobiliser le vécu, de mobiliser l'opinion des apprenants. Tout ce qui va permettre de rendre les apprenants actifs. Et dans le cadre de notre perspective lexicale, c'est de les faire réutiliser dans la phrase qu'ils souhaitent, dans le contexte qu'ils souhaitent, ces mots de vocabulaire pour exprimer des choses qui désirent imprimer des sujets qui les intéressent, puisque ça va constituer une étape d'appropriation des mots. Et lien affectif, puisque quand on parle de sa propre expérience, de son vécu, de son opinion, l'apprenant, il va se souvenir, il veut dire quelque chose qu'il touche. Et ainsi, il va mieux se rappeler. Si le professeur ou des camarades le reprennent et ajoutent un autre mot, il va se souvenir de l'anecdote qu'il était en classe, il a voulu parler de ça, qui lui tenait à cœur, et voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, ça se fait à différentes échelles, évidemment, selon les niveaux linguistiques des apprenants. Sur des petits niveaux, impliquer ces apprenants, ça peut être des choses toutes simples. Ici, j'ai relevé quelques exemples. Quelle application aimeriez-vous inventer? Alors là, on a un exemple. J'aimerais inventer une application pour apprendre le français en 2 heures. Autre question, qu'aimeriez-vous voir ou visiter en Côte d'Ivoire? Moi, j'aimerais voir les parcs. Donc là, on voit qu'a été surlignée la syntaxe « j'aimerais ». Donc c'est cette syntaxe, ce vocable-là qu'on cherche à mémoriser. Mais vous voyez que la question, elle est ouverte. Quelle application aimeriez-vous, l'apprenant, inventer? Donc, on fait appel à ses désirs, à ce qu'il a envie de dire. Et donc, il a envie de nous communiquer quelque chose et donc, il va chercher les mots. Il va se souvenir de cette anecdote qu'il a rencontrée, que lui, il aimerait une application pour faire ceci ou cela.
Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire avec des petits niveaux. Vous y avez un autre exemple. Dans quel commerce allez-vous le moins ou le plus souvent? À quelle fréquence? Donc là aussi, c'est le commerce que va choisir l'apprenant. On ne lui demande pas d'associer à une image, c'est spécifiquement la boucherie ou la pharmacie, etc. C'est le commerce qu'il a envie d'exprimer. Le fait comme ça, d'avoir ce « vous » qui revient dans les questions et des questions ouverte, alors dans une certaine mesure, hein, toujours dans le contexte et puis adapté au niveau de langue. Là, on est sur des tout petits niveaux. C'est quelque chose qu'il faut absolument mobiliser. Évidemment, quand les niveaux sont un petit peu plus élevés, on peut aller bien plus loin dans cette création du lien affectif entre l'apprenant et les mots de la langue cible. Ici, donc, j'ai choisi un autre exemple qui est l'exemple de défi 5. Donc, défi 5 étant le niveau C1, le niveau le plus avancé de la collection et la première expérience pour les éditions Maison des Langues de publication de ce niveau-là. Et donc, à l'intérieur de cet ouvrage, on a une unité qui traite du pardon. Alors, le pardon, c'est un sujet qui est vaste et qui est universel. On va le traiter par différents aspects, son aspect psychologique, son aspect historique, son aspect philosophique. Il y a plein de façons, n'est-ce pas, d'aborder le pardon. Et c'est un sujet qui a pour intérêt de parler à tout le monde. Chaque individu va y mettre des choses différentes, mais ça va parler à tout le monde. Alors évidemment, il y a des objectifs linguistiques qui sont bien précis. Il y a tout un vocabulaire autour du pardon. Il y a des syntaxes à retenir pour pouvoir s'exprimer autour du pardon. Il y a toute une boîte à outils. Donc ça, c'est les étapes qu'on a déjà vues au préalable. Mais l'étape finale, c'est la réappropriation. Et donc, pour pouvoir se réapproprier les mots, il faut pouvoir les utiliser dans un contexte qui nous parle en particulier. Et ça va être justement l'objectif des défis, les défis étant donc le projet final ou bien on appelle ça dans d'autres méthodes tâche finale ou peu importe, l'idée est la même, ce projet final, ce défi dans lequel on va remobiliser les connaissances, les savoir-faire qui ont été vus dans l'unité. Donc là, en l'occurrence, savoir s'exprimer autour du pardon, donc le vocabulaire, la syntaxe, les éléments culturels. Et puis, essayer, si possible, pour mobiliser les apprenants, d'avoir une tâche qui soit un petit peu originale, voilà, et un petit peu créative. Alors, je vous lis, par exemple, ici, l'énoncé. Donc, écrire une lettre pour demander pardon. Vous allez écrire une lettre informelle pour demander pardon à quelqu'un ou quelque chose du passé ou du futur. En classe, faites un remue-ménage pour déterminer à qui ou à quoi vous pourriez demander pardon. Donc, à chaque fois, on a un exemple pour rendre l'énoncé plus concret. Donc là, fictivement, je propose qu'on demande pardon à la Terre. Regroupez-vous selon la destinataire choisie, puis au sein de chaque groupe, listez les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous excuser, expliquez pourquoi vous êtes désolé à l'aide d'exemples concrets, etc., etc. Donc là, bon, le sujet est cadré et malgré tout ouvert et va nécessiter donc le réemploi de tout ce qui aura été vu en termes de lexique. Et l'apprenant, il est forcément touché par un sujet comme ça, puisque c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Qu'il choisisse de s'exprimer sur un sujet individuel ou sur un sujet de société, comme ici, je propose qu'on demande pardon à la Terre, donc c'est quelqu'un qui est impliqué vraisemblablement dans la cause écologique, etc. En tout cas, c'est quelque chose qu'il aura choisi. Donc ça, c'est le type de lien affectif qu'on peut créer entre l'apprenant et les mots de la langue cible. Alors finalement, dans tout ce que je vous ai dit là, on retombe toujours sur les mêmes étapes, hein, de s'imprégner des termes, donc que ce soit auditivement ou bien encore visuellement. Récolter, donc récolter, ça va être cette phase, par exemple, de création du propre lexique, du fameux panier lexical. Enrichir, parce qu'évidemment, on va avoir d'autres documents et puis on va travailler en contexte avec les champs lexicaux, les colocations, etc. On va réfléchir, on va creuser la thématique, on va s'entraîner donc sur un type d'exercice plutôt systématique, plutôt fonctionnel, type Lexville, type cahier d'activité avec des choses relativement fermées, des réponses correctes, des réponses fausses. Et puis ensuite, on va ouvrir
en réemployant le vocabulaire et en s'appropriant. Et donc ça, c'est le type de dernière tâche que je vous ai montré, par exemple. J'aimerais en terminer avec une dernière stratégie. Donc, on a parlé de l'auditif à travers la musique. On a parlé donc du contexte, on a parlé des émotions. Maintenant, ce que j'aimerais évoquer avec vous, c'est les yeux, le visuel. Donnons de l'importance aux images, aux couleurs, et représentons graphiquement les mots. Voilà comment j'ai intitulé cette dernière stratégie. Alors voilà, encore une fois, ça marche avec tous les publics. Là aussi, hein, ça a été prouvé par tout un tas d'études à grande échelle qui ont été menées. Cette association qu'on fait entre les images et les mots et les codes couleurs qu'on va donner aux mots. Ça fait vraiment partie du processus cognitif. Alors ici, je reviens à cette collection que j'ai citée précédemment pour les enfants, Capture. On va être dans une phase d'observation d'abord. Vous voyez d'abord que dans cette collection, le graphisme est particulièrement soigné. Évidemment, c'est voulu, on s'est quasiment rapproché de l'album jeunesse, hein. C'est autant une méthode qu'un album jeunesse quand on voit les illustrations. Donc, il y a cette observation et le fait d'associer les images aux mots. Donc, vous voyez que dans cette maison, qui est la fameuse maison du Canada dont vous avez écouté la chanson, vous avez une cheminée, vous avez un balcon, vous avez une balançoire, vous avez un escalier, etc. Donc, il va y avoir la possibilité, via l'espace virtuel, de venir télécharger ces cartes images, de les imprimer, de les plastifier. Enfin, vous faites comme vous voulez, ou vous pouvez travailler également en ligne avec, et on va les associer à un mot. Donc ça, c'est intéressant pour travailler le lexique, et notamment pour ceux qui ont une intelligence visuelle. On va travailler aussi sur les couleurs, et c'est le choix qui a été retenu sur Capture, donc codifier à la fois le genre et le nombre des mots. Donc ça, c'est important quand on voit du nouveau vocabulaire en français. Nécessairement, ces mots ont un genre, qu'ils soient féminin ou masculin, et c'est important que dès la première apparition de ce mot-là, dès le premier apprentissage, que l'apprenant l'associe bien à quelque chose de féminin ou de masculin. Donc ici, on a retenu le code couleur suivant. Le féminin, c'est le rouge. Le masculin, c'est le bleu clair. Et pour le nombre, le pluriel est représenté en violet. Donc, c'est quelque chose qui est important puisque peut-être que vos apprenants ont des langues maternelles où il n'y a pas de genre, féminin, masculin, ou peut-être que dans leur langue, il y a le féminin et le masculin, mais ce qui est féminin en français peut être masculin dans une autre langue, etc. C'est des choses que vous connaissez bien, et souvent, on a des problèmes dans l'apprentissage du vocabulaire avec des fautes à ce niveau-là. Donc, ça peut être intéressant de mettre en place systématiquement ce code couleur-là ou un autre, mais en tout cas de différencier. Voilà, au niveau de plein les yeux, hein, c'était le titre de cette stratégie-là, de bien faire attention à cela. Ça aide. Également, ce que je propose de faire, c'est de représenter graphiquement le lexique. Et donc, on l'a abordé très rapidement en amont de cette présentation, la carte mentale. Voilà. On entend beaucoup parler des cartes mentales, mais c'est réellement utile. Donc, carte mentale, qu'on appelle aussi carte heuristique ou bien mind mapping, des fois on a le mot directement en anglais. En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant à mobiliser, puisqu'on a parlé de l'intelligence auditive, on a parlé de l'intelligence visuelle, on a parlé de l'intelligence des émotions. Eh bien, à travers les cartes mentales, on a l'intelligence logique aussi. Le fait d'organiser logiquement le vocabulaire avec un noyau central, ici la maison, pour continuer sur cette unité autour du logement, et puis des sous-branches, la chambre, la cuisine, le salon, la salle de bain, et puis ensuite les mots qui suivent. Les cartes mentales, c'est quelque chose qui peut être utilisé en brainstorming, en début d'unité, pour voir qu'est-ce que les apprenants, qu'est-ce qui leur vient spontanément en tête autour de cette thématique.
Ça peut aussi et ou être utilisé en fin d'unité pédagogique pour réviser, pour faire un récap de ce qui a été vu autour de cette thématique. Et là aussi, c'est intéressant de faire ça de façon collaborative, tous ensemble, ou bien de faire ça de façon individuelle parce que les apprenants n'auront pas forcément tous retenu les mêmes mots. Et justement, peut-être parce qu'ils auront été amenés à parler de leur vécu ou de leur expérience en particulier, ou ils auront cité, eux, ce mot-là en classe, et donc ils vont plus le retenir qu'un autre mot. Donc, c'est des expériences qui sont toujours intéressantes. Donc là, c'est une carte mentale avec un graphisme plutôt enfant, mais on reprend ça dans toutes nos collections. Ici, vous avez un autre exemple pour les jeunes adolescents à travers notre collection à la une, hein, dont ici, c'est un extrait avec une carte mentale sur la thématique de j'adore. Alors, j'adore les animaux, on a les branches sur les animaux, j'adore les professions, on a différents types de professions, etc. Et pour les adultes, bien sûr, avec des filles, donc là encore sur le logement ou encore sur les spectacles. On va avoir des branches comme les genres disciplinaires, les types de spectacles, les artistes, etc. Donc cette organisation logique en branches et en sous-branches, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Pour continuer sur la carte mentale, je vous ai parlé bien sûr de l'espace virtuel. Donc, on a parlé de différentes sections de l'espace virtuel. On a évoqué la section vidéo. Je vous ai parlé d'Elexville. On a aussi parlé de la section formation avec les fameux outils TIS. Et là, je vous parle brièvement de la section C d'actualité, représentée par la petite planète. Sur cette section C d'actualité, vous allez avoir des articles de presse francophone, de différents pays francophones, mis à jour de façon régulière, des thématiques très variées. Donc ici, c'est une thématique spatiale avec les premiers pas sur la Lune, par exemple. Et donc, vous avez cet article. Donc, on vous propose toute une exploitation pédagogique. Il y a un corpus de documents avec. Et il y a une carte mentale parmi ce corpus de documents. Et donc, là aussi, on invite les apprenants à relever le champ lexical, à faire la carte mentale. La carte mentale, elle est disponible téléchargement, vous pouvez l'imprimer, etc. Et donc, ça aussi, c'est une autre façon de travailler la carte mentale. Et ces articles de presse, vous pouvez les utiliser indépendamment de l'usage de nos méthodes. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur l'importance du visuel. Alors au final, je vois qu'on arrive rapidement à l'heure. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Les stratégies, elles doivent être multiples. Il ne s'agit pas de prendre une stratégie et de s'y attacher. Elles sont multiples. Elles doivent être nécessairement différenciées. Pourquoi différencier? Pour chercher à s'adapter. Et je sais bien que c'est difficile, mais c'est quand même ce vers quoi il faut tendre, s'adapter à chaque public et à chaque intelligence. Voilà. On a parlé d'intelligence auditive, d'intelligence visuelle, d'intelligence des émotions, tout un tas de choses, d'intelligence logique. C'est important qu'aucun apprenant ne soit laissé de côté et puisse mobiliser spontanément un lexique qui soit précis, puisque c'est ce à quoi on mesure un niveau linguistique. Le lexique, il doit être précis, il doit être adapté à la situation en présence, et s'il est précis, il est riche, etc., etc. Et puis s'il est multiculturel, c'est encore mieux. Alors, sur la petite image qui suit, je vous ai répété un petit peu voilà, ce que je vous ai dit. Si on devait retenir parmi ces stratégies, qu'est-ce qu'on doit retenir? Faisons constituer un panier de lexique, jouons avec le lexique, à nos cartes mentales, mettons le lexique en musique, associons l'association des expériences aux mots, travailler les collocations, et puis ne pas oublier la partie idiomatique à la culture, donc le lexiculture, la pragmatique lexiculturelle. Et donc, je vais m'en arrêter là, puisque je vois l'heure, et je vais laisser la place aux questions, s'il y en a. Merci Eva pour cette intervention et merci à vous de nous avoir suivis et envoyé vos questions. Donc, si tu veux, on en a reçu plusieurs, on en a répondu en direct aussi. Et une collègue nous dit par rapport aux exemples du panier des lexiques que tu as donné par exemple, si cette élaboration de son propre glossaire peut se faire à tous les niveaux. Tout à fait. Tout à fait, c'est ce qu'on a fait avec des filles. On a pris des exemples de niveau A1
et jusqu'au niveau B1, B2. On peut utiliser vraiment cette stratégie à tous les niveaux. Tous les niveaux, c'est intéressant. Tous les niveaux et tous les âges aussi. Et Et comme tu tous dis, les âges, tout à fait, tout à fait. Alors après, la conscientisation de l'apprentissage, elle se fait un petit peu différemment si on est tout jeune, mais en tout cas, à partir d'un public d'adolescents, évidemment, on recommande le panier lexical. d'ailleurs, dans la section des cartes mentales que tu avais montré pour à la une, par exemple, il y a aussi une demande aux apprenants de créer leur propre carte mentale à eux. Mais voilà, indépendamment du niveau, je me souviens d'ailleurs d'un exemple de défi 5 du panier des lexiques où c'était ce qu'on demandait aux élèves, c'était pas seulement de retenir les mots d'un document, mais c'était aussi de mélanger et de retenir les mots qu'ils avaient écoutés dans un document audio, lus dans un document écrit. Donc voilà, on peut rajouter un peu de difficulté aussi en fonction du niveau, indépendamment du niveau, non? Et modifier. OK. Bon, il y a une deuxième question aussi qui nous a interpellés et d'une collègue qui nous parlait. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour travailler avec des apprenants en alphabétisation? Je ne sais pas Alors, si tu as des ressources de questions. Moi, je connais, par exemple, dans tout ce qui est formation, et les MOOC, par exemple, du Cavilam pour les primo-arrivants. Ils font pas mal de formations, et surtout dans tout ce qui est dispositif UPE2A. Et il y a d'ailleurs un formateur de l'Académie de Toulouse, du CASNAV, qui a travaillé pour nous aussi, José Segura, qui travaille au CASNAV de Toulouse. Et là, par exemple, pour les primo-arrivants, il est auteur d'un cahier qui existe pour notre collection Zoom, qui s'appelle Cahier FLS, français langue de scolarisation. Voilà, donc un exemple pour travailler la langue de scolarisation avec les petits. Mais aussi dans ces sites de l'Académie de Toulouse du CASNAV, vous allez trouver la section des ressources où il y a plein d'exemples pour travailler avec les primo-arrivants. C'est vrai que ce n'est pas souvent un rapport avec les FLE, mais évidemment, il y a ces publics-là. Et ils ont aussi, dans ces blogs du CASNAV, une section blog des élèves où vous allez retrouver également des productions, des exemples de productions des élèves que vous pourrez également adapter ou les prendre comme exemple pour avoir du matériel. Super. Je pense aussi que pour rajouter à ce que tu viens de nous dire, tout le travail des images que je vous ai présentées dans la dernière partie de cet exposé, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à travailler avec un public analphabète qui, justement, les lettres peuvent faire peur dans un premier temps, de passer par l'image. Je pense que c'est un bon médium aussi. Et dans Rendez-vous en France, on a une de nos collections. Alors, post-alphabétisation, hein, mais vraiment au niveau infra à 1.1, il y a aussi un certain nombre d'exemples de travail lexical par l'image à destination de ces petits niveaux. Il y a une troisième question d'un collègue par rapport aux stratégies d'enseignement pour les débutants. Comment approcher quelqu'un qui n'a par exemple aucun vocabulaire en français? Et je pense que par rapport à ça, Eva, je ne sais pas si tu as des pistes à nous donner, mais sinon, il y a des dossiers aussi dans Défi, notamment, qui viennent à la fin de l'ouvrage pour travailler justement certaines stratégies. Tout à fait. Et puis, de travailler l'immersion. En fait, il ne faut pas avoir peur du public débutant. Le fait d'être dans l'écoute passive, aussi simplement le fait d'entendre et puis systématiser l'écoute. Ensuite, on peut relever des mots. Donc, immersion au maximum et avec des documents authentiques, même si ça va vite, des courts documents qu'on peut répéter. Super. Bon, il est 18h02, on va peut-être commencer à boucler cette séance. Juste merci d'avoir partagé aussi sur les fenêtres questions-réponses et les chats. Il y avait un collègue qui avait demandé des chansons au début quand on parlait chansons des captures pour pratiquer avec des subjonctifs. Donc, j'en ai donné certains, et d'autres collègues aussi, ils ont apporté leurs petits grains de sable. Donc, subjonctif de Odelaf, par exemple, pourvu de Gauvin Cers, Je t'amène au vent de Louis Attaque, Tous les bonheurs du monde de Sinsimilia. Donc voilà, vous avez dans les questions-réponses aussi, vous pouvez les retrouver. Sinon, vous les copiez sur les chats qu'on va réactiver justement pour finir cette séance. Alors, trois petites choses avant de terminer.
vous allez recevoir, je vous rappelle, votre certificat d'inscription de cette rencontre virtuelle. Vous allez également recevoir les questionnaires de satisfaction. Et enfin, sachez juste que cette rencontre virtuelle est enregistrée. Vous allez pouvoir la retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, il est 18h03, on est presque pile poil à l'heure. Je te remercie, Eva, pour ton intervention et je remercie tous les profs qui se sont connectés depuis les 4 coins du monde. On vous dit à la Merci prochaine à tous et rencontre à tous. virtuelle. À Voilà. très bientôt. Merci.